Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté et bienvenue sur le plateau de Politique et Éco. Alors aujourd'hui, nous recevons Vincent Held. Vincent Held, bonjour. Bonjour. Merci de nous venir depuis la Suisse. Vous êtes déjà venu sur ce plateau pour votre livre « Après la crise ». Chronique de l'émergence d'un nouveau système monétaire international. N'est-ce pas, Pierre? Bonjour, Olivier. Bonjour, Pierre. Alors, nous allons parler avec vous, Vincent Held, de ce nouveau livre, « Une civilisation en crise ». Vous êtes économiste, diplômé d'HEC Lausanne, vous travaillez dans une entreprise dans le domaine du conseil et cofondateur d'un site qui s'appelle hr4free.com. hr4free.com. Et ce livre, je le répète, porte le titre suivant, « Une civilisation en crise ». Or, vous allez nous parler certes de civilisation, mais vous allez nous parler d'économie et de banque, et vous allez nous parler d'un phénomène qui est tout à fait inédit, qui est d'ailleurs souligné par votre préfacier, Paul de Heuvelsz, à savoir que, eh bien, nous avons connu des sociétés totalitaires qu'on a résumées dans la phrase d'Orwell, Big Brother, mais aujourd'hui nous avons Big Data. Big Data, la grosse donnée qui vous permet d'être totalement transparent, qui vous permet de ne rien avoir à cacher à l'État, de vos revenus, de vos sentiments, de vos comportements. Si vous êtes un homme vis-à-vis des femmes, surtout, si vous êtes un homme vis-à-vis des femmes, il y a un chapitre sur le totalitarisme féministe qui est tout à fait redoutable. Alors, votre préfacier, et j'en aurais terminé, mais Pierre a envie de revenir sur la préface, je le sens, dit que finalement, l'univers que vous décrivez, Vincent Held, fait horreur à l'homme pensant. J'allais ajouter à l'homme libre. Alors, avant de vous poser une première question, je voudrais que Pierre revienne un peu sur cette préface, car je crois qu'elle lui a plu, la préface de Paul de Heuvelsz. Pierre, à vous. Oui, Olivier. Alors, vous expliquez, alors plutôt votre préfacier, Vincent Held, explique que l'homme moderne peine toujours à imaginer qu'une société démocratique puisse basculer dans l'enfer. En fait, comment peut-on passer d'un fonctionnement démocratique à une dictature? Comment cela se fait? Bon, alors sur la question, parce que vous faites le lien entre le big data et la dictature, voilà. Le big data, en gros, ce que j'aborde dans le livre, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a le côté ingénierie sociale, où on peut faire monter des catégories en truquant un peu les algorithmes, ce qui est déjà quelque chose qui est en discussion, de l'idée de favoriser les femmes, les homosexuels, enfin les LGBT, ou d'autres catégories ou les étrangers, les asiatiques par exemple, dans les universités américaines. Donc il y a un côté de donner du pouvoir à certaines catégories. Une sélection. Une sélection en raison de leur caractère discriminé. Donc on va dire, les LGBT par exemple, la Commission européenne va dire les LGBT sont systématiquement discriminés dans tous les aspects de la société. Non, ils le sont déjà négativement discriminés. Et donc, étant donné ceci, il faudra, dans tous les processus de décision où l'intelligence artificielle sera utilisée, leur donner une compensation pour les pousser vers le haut, leur donner des avantages en termes d'accès, par exemple, au logement, à la santé, au crédit. On savait que la discrimination positive existait déjà, mais maintenant, le numérique... La big ça data, peut l'institutionnaliser. L'institutionnalise en quelque sorte, c'est ce que vous êtes en train de dire. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est dans la justice pénale. Ce dont parle aussi la Commission européenne en disant les femmes, elles sont discriminées dans la justice pénale et donc il va falloir que l'intelligence artificielle répare cette inégalité. Donc on parle là de juges robots, d'une e-justice. Peut-être que c'est à ça qu'ils pensent. Il y a plus inquiétant, je trouve encore que la Commission européenne, c'est le Conseil de l'Europe, oui, avec sa vision totalitaire. Je pense qu'on peut le dire assez tranquillement. Sa volonté de judiciariser
les rapports entre hommes et femmes dans la famille, dans la sphère privée, enfin au travail et dans la sphère privée. Donc la famille n'est plus le dernier refuge de la liberté. Non, c'est plutôt l'objet d'un siège, en fait. Il y a, si vous regardez, toute cette tendance autour des violences conjugales, qui est vraiment un phénomène médiatique en ce moment assez impressionnant. Vincent Held, pour revenir à ce changement de paradigme de la démocratie vers la dictature, comment il s'opère ce changement de paradigme ? Est-ce que vous nous dites, voilà, il y aura des changements radicaux dans la société, les gens seront quelque part totalement contraints ou alors totalement observés dans leur vie privée, mais au final, quels seront les hommes, la police ou l'armée qui seront en charge de soumettre les populations ? Non, mais je vois plus ça, comme disait Houellebecq, une fois, il parlait d'un totalitarisme doux. Il s'intéresse à ces questions tout à fait, en général. Michel Onfray aussi dit, au détour d'une conversation, il dit, au fait, c'est vrai qu'il y a une tentation totalitaire en Europe, sans trop élaborer, si je ne me trompe pas. Je vois deux axes, en fait, de travail concret, au-delà de cette ingénierie sociale liée à l'intelligence artificielle. Ça peut être d'un côté le harcèlement sexuel, ces délits pénaux qui sont pas définis en réalité, qui n'ont pas de définition et qui, à travers l'emploi du big data, peuvent être... En fait, on peut utiliser les données qu'on va trouver sur le big data pour ensuite rassembler des dossiers contre des gens. Je vois. Parce que vous êtes sur les réseaux Internet, parce que vous êtes sur Facebook, parce qu'on sait ce que vous dites. Oui, les réseaux et au-delà des réseaux, toutes les informations qui peuvent être collectées par un téléphone portable. Vous dites en fait qu'il n'y a pas de définition internationalement reconnue du sexisme. Oui, mais les gens ne vont pas être très impressionnés par cette affirmation si on ne précise pas, justement, ce sur quoi j'étais tout à l'heure, que dans les violences conjugales, maintenant, on compte les violences psychologiques. J'étais sur une page de l'administration française tout à l'heure, et où il disait attention, violence conjugale, intervention de la police immédiatement, pour vider les gens, l'homme, je suppose, auteur de ces violences conjugales, pour l'écarter du domicile. Et donc, il y a les violences psychologiques qui sont incluses là-dedans. Et c'est quoi une violence psychologique ? Et le sexisme va être considéré comme une violence psychologique, quoique n'ayant aucune définition. Donc là, on prend l'extrême, mais il y a une logique d'élargissement toujours plus grande du domaine, de l'ensemble des choses qui vont être considérées comme des comportements socialement inacceptables ou criminels. En fait. Alors, nous assistons donc, à vous entendre, à une révolution sociétale. Bon. Par le truchement du numérique, de la grande donnée, mais la genèse du phénomène, vous le dites vous-même dans la première partie, de la crise financière à la révolution sociétale. Alors c'est quand même extraordinaire, parce que, comme je le disais en introduction, on avait l'impression que la crise de 2008, elle avait été sévère. Elle a été très sévère, il est probable qu'on ne l'a pas résolue, mais on se disait, le capitalisme a toujours connu des crises. Or, vous êtes en train de nous dire que cette crise est tout à fait inédite parce qu'elle provoque, parce qu'elle induit une véritable révolution sociétale. Elle n'induit pas, c'est pas mécanique, non. Mais ça peut être utilisé comme un catalyseur. Alors quels sont les biais justement par lesquels ce catalyseur agit ? Parce que vous nous dites, par exemple, qu'il faut parler des banques, il faut parler de la monnaie. Vous citez même M. Attali. Il n'y a pas beaucoup de différence entre M. Madoff et les banquiers centraux, sauf que M. Madoff est en prison. Bon. En quoi le problème bancaire nous amène-t-il à une révolution sociétale ? C'est ça la question. Vous parlez de la bulle sur le marché de la dette que M. Powell reconnaissait faire gonfler pour créer de gros dégâts. Il allait même jusqu'à dire qu'il s'agissait d'une stratégie. Voilà, il n'y a rien de totalitaire. C'est choquant, c'est pas nécessairement totalitaire en soi. Maintenant, si on regarde vraiment, si on repart sur plus la mécanique économique et la crise financière elle-même, oui.
les gros chamboulements, déjà il va y avoir un changement de système monétaire, donc de fonctionnement. Ça peut induire des changements dans le fonctionnement du système bancaire, par exemple. Et comme les banques auront failli, ça sera l'occasion. Et ça peut aller dans le bon sens, ça peut aller dans le mauvais sens. Donc ça crée des opportunités. Une crise, ça crée des opportunités de changement, tout simplement. Oui, mais quand même, nous sommes dans une situation où on fait marcher la planche à billets. On fait du quantitative easing. Les banques ne pourront plus en sortir. On continue à avoir des taux négatifs, et à un moment, ça va être la ruine. Ruine du modèle bancaire, ruine peut-être des épargnants, sûrement, et puis on va commencer à prélever sur les comptes. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir que le Conseil, l'Europe, l'ONU, un certain nombre d'organismes interviennent. Vous parlez à ce moment-là d'hélicoptère monétaire. C'est-à-dire que d'un côté, on va prendre de l'argent aux gens, et puis de l'autre, on va leur en donner sous forme d'hélicoptère monétaire. Mais la question, à ce stade, parce que j'ai cru comprendre que l'hélicoptère monétaire serait de toute manière utilisé pour un peu sauver, par exemple, si on ne peut plus payer les pensions, on ne peut plus payer l'aide sociale, etc. Surtout un moment qui sera un moment de crise, donc où il y aura besoin de cela. Et ça a été annoncé en septembre dernier par le vice-président de BlackRock, donc, qui conseille la Banque Centrale Européenne, qui est l'ancien président de la Banque Nationale Suisse. Il a dit bientôt Christine Lagarde se rendra compte qu'elle ne peut plus rien faire et donc qu'elle doit commencer à distribuer de l'argent directement aux gens et aux entreprises. C'est Philippe Hildebrand. Philippe Hildebrand, c'est ça, voilà. Ancien, il était président de la Banque Nationale Suisse, dont il a été chassé suite à un scandale d'insider trading. Recasé. Mais recasé, donc comme conseiller de la BCE. Comme vice-président de BlackRock, qui conseille la Banque Centrale Européenne. Qui conseille, voilà, c'est ça, indirectement, qui conseille la Banque Centrale Européenne. Bon. Et donc, aussi, BlackRock a été accusé qu'il y avait un conflit d'intérêts entre le fait d'être actionnaire des banques dont elle réalise ou supervise les stress tests. Donc il y a une sorte de mélange déjà. Et en parallèle justement du fait que, ce que vous venez d'évoquer, le fait que Christine Lagarde serait obligée de redonner de l'argent directement aux particuliers, vous évoquez le fait qu'on arrivera à des saisies de l'argent privé directement sur les comptes bancaires. Ça, c'est par exemple France Stratégie qui le dit. On prendra d'une main pour redonner à une autre. Quoi. Donc, mais on prendra plus pour redonner moins quand même. C'est-à-dire qu'entre-temps, on change de système monétaire, donc les banques centrales recommencent à créer elles-mêmes la monnaie, qui devient une monnaie numérique de banque centrale, et puis qu'elle peut directement donner aux gens, voilà. Ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui, où l'argent est créé par les banques. Voilà. Une monnaie numérique, banque centrale, c'est-à-dire une monnaie qui n'est pas concurrentielle, ce qui n'est pas l'émanation des agents économiques. Mais ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. Enfin, ça peut être très bien que l'État reprenne le contrôle de la monnaie, je trouve. Donc, ça ne vous choque pas en soi. En revanche, la question de l'hélicoptère monétaire qui peut s'installer pour devenir un revenu universel, ça peut être l'occasion d'induire une restructuration complète de l'économie, d'automatiser un maximum de choses. Restructuration de l'économie, mais surveillance des personnes aussi, parce que il faudra se montrer, si on veut bénéficier de l'hélicoptère monétaire, il faudra se montrer un bon citoyen, non ? Mais c'est indépendant même. Oui, non, normalement, un revenu universel, il n'y a pas de conditions. Donc, oui, mais dans la distribution même de ce revenu universel, on a l'identité des personnes bénéficiaires, donc on peut éventuellement les contrôler. Ce qu'il y a, c'est que on peut arriver, selon le degré d'automatisation, selon le nombre de domaines dans lesquels l'intelligence artificielle est utilisée, on peut arriver à un système qui serait un peu semblable au système chinois, mais avec des critères tacites. C'est-à-dire que les Chinois, ils disent, si vous traversez la route hors des clous, vous perdez des points. Alors qu'ici, on pourrait avoir un système plus ou moins opaque et basé sur des critères, ce qu'on vient de discuter. La Commission européenne qui dit, il y a des minorités persécutées dont il faut compenser pour lesquels il faut compenser les injustices de la société. Et donc, on peut avoir des critères comme ça totalement... Et ce revenu universel, est-ce que vous pouvez revenir très rapidement sur son principe? De quoi il s'agit? Est-ce que c'est un SMIC, un RSA?
L'idée, ça serait de distribuer à tout le monde directement. Chacun aurait un portefeuille électronique auprès de Que la banque vous ayez un centrale. travail ou pas. Indépendamment, oui. Et il y a un pays pour simplifier. qui est prototype en ce domaine, c'est un pays balte, autant que je me souvienne. L'Estonie. L'Estonie, n'est-ce pas? Oui. Où on essaye déjà l'expérimentation qui est suivie par c'est-à-dire l'Europe. que toute l'infrastructure bancaire est déjà là. En fait, l'Estonie, ça fait partie de la zone euro, donc on peut faire un copier-coller de... Vous voulez dire que voilà, c'est le pays, c'est le laboratoire finalement. C'est le laboratoire, c'est le bac à sable, comme disent les start-upers. Et le fait que cette idée de revenu universel qui a été promue par le candidat socialiste Benoît Hamon lors de la dernière élection présidentielle, il a également été reconnu, en tout cas son intérêt, par l'ex-PDG d'AXA, Henri de Castres. Voilà. Comment est-ce qu'on voit le parallèle entre ces deux personnages qui, tous les deux, vont dans le sens de ce revenu universel? Entre Benoît Hamon et Henri Castres. Et Henri Castres, il n'y a pas beaucoup de liens en apparence. Je ne sais pas, mais il avait été aidé, Benoît Hamon, par Bill Gates. C'est-à-dire qu'au moment où il a commencé à faire... Il avait cette rhétorique de « oui, les robots vont prendre notre emploi et donc il faut un revenu universel ». Et Bill Gates l'avait appuyé sur l'idée de la taxe robot, en fait. La taxe robot, c'est-à-dire, oui, chaque fois qu'on remplace un homme par un robot, on taxe le robot. Exactement. Bon. Est-ce que ça vous paraît une bonne mesure? En fait, ça a été rejeté, l'idée a déjà été rejetée par le Parlement européen. Donc, au moment même où Benoît Hamon faisait la publicité pour ça, le Parlement européen disait, en fait, on ne sait pas ce qu'est un robot, et donc on ne pourra pas taxer les robots. Alors, le cabinet McKinsey, Global Institute, très connu, annonce justement que le potentiel d'automatisation des économies est vertigineux. 48% pour l'Allemagne, c'est-à-dire, en fait, 20 millions d'emplois. Pour la Suisse, 47%, 2 millions d'emplois, évidemment, sur le marché. Pour les États-Unis, 46%, c'est-à-dire 60 millions d'emplois supprimés. Bon, ce sont des estimations de 2017. Oui. Et ça peut être des emplois industriels, comme ça peut être des emplois plus de bureaux, en fait. Et pour illustrer, vous dites c'est toujours le cabinet McKinsey qui fait cette projection. En 2027, les 3/4 des entreprises américaines cotées auront disparu. Ouais, c'est un peu apocalyptique. Je sais pas ce qu'il faut en dire de plus. Est-ce que ça... Mais c'est une citation indirecte, en fait. C'est le professeur Stéphane Garelli, qui était à un moment donné le directeur du World Economic Forum, qui donne cette information que j'ai trouvée nulle part ailleurs. Bon. Et on peut supposer que... Alors, nous allons continuer d'explorer cette galaxie un peu complexe de l'intelligence artificielle, parce que le sous-titre de votre livre, c'est « L'Occident à l'épreuve de l'intelligence artificielle ». Il y a encore beaucoup à dire sur l'intelligence artificielle, mais nous allons en parler en seconde partie. Toujours en compagnie de Vincent Held pour décrypter son ouvrage « Une civilisation en crise » et pour enchaîner justement avec l'émergence de cette intelligence artificielle. Vincent Held, vous écrivez « L'économie occidentale ne compte pas s'encombrer longtemps d'une population vouée à l'improductivité ». Et donc c'est vous qui l'a posé cette question. Comment se délester de millions de travailleurs inactifs et coûteux ? Oui, donc en fait j'ai prolongé le raisonnement. Je me suis dit, si on le faisait vraiment, cette robotisation extrême, et puis après tout, il peut y avoir des pays, disons la France, où on décide de modérer la robotisation, et d'autres, disons l'Allemagne, la Suisse, où on décide d'y aller franco et de robotiser tout ce qu'on peut robotiser. Je parle de temps en temps avec des gens... par exemple, qui travaillent dans des assurances allemandes, ils me disent c'est assez impressionnant
ce qu'on commence à automatiser comme processus. Et puis, il y a toutes ces questions de chatbots, alors qui peuvent être des trucs où on tape, enfin, vous savez, On dialogue. vous connaissez ça, Oui. dialoguer avec un Ouais. robot en fait qui vous répond, mais il y a la version parlante, évidemment, que maintenant on commence à connaître les Siri et tout ça. Il semblerait qu'il y ait des versions quand même plus performantes, déjà existantes depuis un certain temps et qui permettent vraiment de soutenir une conversation avec un On client. pourrait De telle quasiment sorte ne qu'on plus fait voir pas- la différence. Ouais. Voilà, semble-t-il. Par exemple, SAP aurait un... On en avait parlé d'ailleurs dans une émission précédente Ah, c'est avec vrai, j'ai Lionel raté. Bider d'accord, de l'entreprise SAP. Ah. Et Si je peux me permettre de vous donner une expérience personnelle, j'ai fait un chat avec les impôts, et je suis persuadé que la dénommée Julie que j'avais en face de moi n'était qu'un parfait robot. Ah bon, hein. Mais les questions étaient assez sophistiquées, et elle me répondait régulièrement sur ce robot, et ça veut dire que l'État lui-même va réduire considérablement son personnel, et notamment on va avoir une administration elle-même numérique. Voilà, la cyberadministration, La cyberadministration. qui est promise pour 2020 en Suisse, donc on se réjouit de voir à quoi ça ressemble. Mais c'est catastrophique, parce que ça, vous avez remarqué, Pierre et Vincent, que le mouvement des Gilets jaunes était largement appuyé sur l'idée que les services publics disparaissaient des territoires. Or là, avec les robots... Ah bah ça permet de redonner des services publics Alors, n'importe où. est-ce que Il y a ça la question peut de la redonner des services télémédecine, par publics exemple. Logiquement, ça redonne des services Ah publics. bah oui. Ah, donc c'est l'aspect positif. Ah bah oui, la télémédecine, c'est par exemple, on va vous dire, pour pouvoir desservir les régions un peu reculées, eh ben, vous aurez le médecin robot vous pourrez lui expliquer vos petits bobos. Et quelque part, dans ce changement de l'économie, est-ce qu'il n'y aura pas quelque part ce que mon collègue, un collègue de TV Liberté m'a invité à vous poser cette question de la destruction créatrice. Est-ce qu'il n'y aura pas quelque part, après cette destruction, de nouveaux emplois qui vont se créer ? C'est la thèse de Schumpeter, ça. Voilà. Ouais, mais qu'il y aura forcément de nouveaux emplois pour concevoir les robots. Mais il n'y a pas tout le monde. Vous étiez assistant à la clientèle et vous allez C'est ce que raconte McKinsey dans cet article de la Neue Zürcher Zeitung, ce grand journal de référence suisse, où ils disent bon, c'est vrai qu'on n'est pas sûr que la caissière saura se reconvertir dans l'informatique, par exemple. Mais même chose, évidemment, pour les gens qui sont dans la banque, dans n'importe quelle... La banque, l'assurance, c'est quand même les métiers qui sont les plus exposés. Et puis après, il y a toute l'industrie. C'est vraiment un choix politique en réalité, parce que Boris Johnson, par exemple, à l'ONU, a dit, au fait, on a créé un moteur de fusée par impression 3D, et une fusée qui part donc on se doute bien que ce sont des choses un peu complexes. On voit Airbus qui rivette maintenant avec des robots autonomes, quoi, qui rivettent leurs avions. Donc on voit qu'on peut faire à peu près n'importe quoi. C'est vraiment une décision politique. Est-ce qu'on se restreint ou est-ce qu'on va au maximum partout où on peut le faire ? Alors, vous consacrez aussi toute une partie au temps des pénuries. Nous allons vers une époque de pénurie d'énergie, dites-vous. En ce sens, vous êtes d'accord avec Charles Sama, qui a sur ce plateau parlé de pénurie d'énergie, mais vous n'êtes pas du tout d'accord avec Philippe Simoneau, qui dit au contraire que l'énergie est abondante. Peu importe, en l'occurrence... Non, en fait, je suis d'accord avec les deux. La théorie du oui et du non. Oui, voilà. C'est la pensée complexe. Non, pas du tout. C'est la neutralité suisse, voilà. C'est tout ça à la fois. Non, mais en réalité, vous dites quand même que le choc énergétique vient s'ajouter au choc financier. Vous nous avez largement exposé ce Oui, ce ça choc financier. c'est une thèse comme ça que c'est pas celle sur laquelle j'ai le plus de certitude, disons, parce que toute la question énergétique est d'une complexité Extrême, oui. dingue. Et quand je parle parfois avec des gens qui ont vraiment accès aux informations, je me dis voilà, il y a des informations
qui paraissent difficiles à trouver pour vraiment pour avoir un regard complet. C'est une question géopolitique en même temps que sociétale. Il y a énormément d'argent, évidemment. Donc c'est très complexe et je suis pas sûr qu'on ait accès à toutes les informations. Mais fondamentalement, oui, les hydrocarbures sont abondants. C'est une question de coût d'extraction. C'est ce que je comprends. Et qui serait financé, par exemple, le gaz de schiste américain. Apparemment, c'est pas un truc qui tourne vraiment. Oui, vous dites que toutes les entreprises beaucoup d'entreprises dans le gaz de schiste font faillite. Semble-t-il, donc je cite et les banques perdent de l'argent. Et vous dites aussi il semblerait que ça perde. BlackRock aurait perdu 90 milliards dans le secteur. Ah oui. La Banque nationale suisse a perdu quelques milliards, je crois. Dans le... Voilà, donc il y a de l'argent de caisses de pension, de banques centrales, qui est perdu dans ce... Donc on ne sait pas. De fonds de pension européens qui sont là pour éponger les pertes. Semble-t-il, c'est ce que dit Laurent Horvat, qui est un spécialiste, qui a pignon sur rue, et puis qui l'affirme sur le blog d'un grand journal suisse. Donc ça me paraît crédible en fait, et on le voit, la Banque nationale suisse a effectivement perdu beaucoup d'argent, BlackRock s'est enthousiasmé pour le gaz de schiste, a effectivement perdu beaucoup d'argent. Maintenant, ça peut être une décision politique de continuer, parce que voilà, c'est le côté géopolitique. On peut dire, les États-Unis peuvent dire, on va quand même perdre de l'argent, mais produire notre pétrole, ou alors pour être indépendant énergétiquement. Ou alors acheter le Groenland, comme l'a proposé Donald Trump récemment. Et d'ailleurs, même les journaux d'opposition ne trouvent pas que ce soit une si mauvaise idée que ça. Washington Post, je crois, c'était, qui est généralement très critique, et là, qui a soutenu Trump. Oui. Donc, moi, je suis ça avec beaucoup d'intérêt. Enfin, c'est juste que ce sont des choses que je trouve très intéressantes. Alors, mais à côté du pétrole, il y a l'eau. Voilà. Exactement, encore plus importante. Vous nous dites qu'on risque d'y avoir des enjeux financiers et bancaires extraordinaires autour de l'eau. Une bourse nationale de l'eau, les Européens a partagé leurs ressources naturelles en eau avec d'autres pays. Oui, alors ça c'est très concret. Hein. En revanche, je suis beaucoup moins dans la spéculation intellectuelle. Oui, il y a des plateformes internationales de rencontres entre les pays européens et des pays qui ont besoin désespérément d'eau, comme la Chine, l'Inde, où l'eau est contaminée. C'est très impressionnant, et puis c'est des chiffres officiels que je donne. Les 70% de l'eau indienne qui sont contaminés. En Chine, je crois, ça monte à 80% pour le plus gros bassin aquifère. Enfin, donc ils ont vraiment de très très sérieux problèmes d'approvisionnement d'eau, et le marché chinois de l'eau en bouteille, c'est des dizaines de milliards, avec une croissance. Ils disent, j'ai trouvé sur Internet la chambre du commerce chinoise aux Pays-Bas, qui dit mais on aura une croissance de 10% par an de ce marché. Venez, qui pèse déjà des dizaines de milliards, venez nous proposer votre eau. De l'eau. Donc, alors vous montrez qu'Israël, par exemple, achète déjà son eau en Turquie. C'est une information de Reuters, donc c'est juste pour montrer qu'il y a déjà un commerce de l'eau. Et sur ce commerce de l'eau, vous citez également les entreprises Nestlé et Coca-Cola ils ont honte de rien. Qui vont puiser dans des sources au Mexique. Voilà. Alors ils n'ont honte de rien. C'est sublime ça. Parce que à la fois, donc, on voit qu'ils appartiennent à cette plateforme d'affaires, en fait, d'affaires vertes de l'ONU, UN Global Compact. Nestlé, qui est une entreprise leader de UN Global Compact, et puis en même temps, tous les quelques temps, on a un scandale, ils pompent dans les nappes phréatiques, en plus dans des régions indigènes. Au Mexique, c'est pour Coca-Cola, ou au Canada, c'est pour Nestlé. Il y a peut-être d'autres endroits, mais comme l'ONU, ils sont toujours dans la protection des indigènes. En lien avec le WWF. Et WWF, alors ils sont abondamment approvisionnés par Coca-Cola. Ah oui. J'ai croisé une fille qui voulait me vendre du WWF en Allemagne. Vous savez, ces gens qui se démarchent dans la rue, et puis elle était très bien formée, alors elle m'a dit non, on ne reçoit plus. Donc apparemment, mais ils ont reçu 20 millions quand même à un moment.
Coca-Cola qui finance d'autres. Et Nestlé, c'est beaucoup mieux, parce que Coca-Cola doit financer WWF et d'autres pour ensuite faire campagne contre les pesticides, contre ceci, contre cela, alors que Nestlé, elle, est financée par la Confédération suisse. Elle a son propre lobby qui s'appelle le Water Resources Group, et dans lequel siège le directeur du département du développement et de la coopération suisse. Ils ont réussi à placer un de leurs directeurs maintenant comme sous-directeur, je crois, de ce même département du développement et de la coopération. Et il y a une logique en fait globale à tout ça, c'est le droit à l'eau. C'est-à-dire, on a voté en 2010, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté un droit à l'eau, donc qui s'applique dans le monde entier. Donc c'est un droit vraiment à un minimum d'eau par personne et par jour. Et donc, en fait, ça crée une sorte d'obligation internationale pour les pays qui ont de l'eau en abondance à partager avec les pays qui n'en ont pas. Bon, ce partage se perd par le biais de multinationales qui, on peut supposer, vont un peu se servir. Et donc, ce même droit à l'eau qui va permettre à des pays, par exemple asiatiques, d'importer l'eau européenne, va permettre, dans les pays européens, de dire, en fait, votre droit à l'eau, c'est ça, c'est tant et pas plus. Autrement dit, c'est un rationnement pour l'Europe. Il y a l'idée, il y a cette idée et ce rationnement de se fera, rationnement. Une fois de plus, grâce à Big Data, grâce au numérique, grâce à des procédés. Il semblerait, alors j'ai trouvé ça sur c'est des documents du gouvernement allemand. Il semblerait que la 5G ait vocation, via les compteurs communicants, à mesurer, à créer en fait un marché de l'eau instantané où le prix du marché est fixé en temps réel. Donc vous ouvrez le robinet, puis le compteur se met à communiquer pour savoir à quel prix il est en train de vous vendre l'eau. Donc il y aurait un minimum, c'est ce que dit Peter Brabeck, d'ailleurs le président historique de Nestlé. Il y aurait une sorte d'allocation minimale en eau qui couvre vos besoins de base. Mais dès que votre chien a envie de boire ou quoi, c'est en plus. Ouais, d'accord. Et donc il y aurait vraiment un rationnement. Pour l'agriculture, j'ai encore pas vu qu'il y aurait un droit à l'eau pour l'agriculture. On a Nestlé qui dit les agriculteurs c'est terrible ce qu'ils consomment en eau. Les éleveurs notamment. Les éleveurs. Et donc on va vers une restriction d'eau pour les éleveurs, ce qui amènera, et c'est l'objet aussi d'un chapitre de votre ouvrage, à la viande synthétique. Euronews que vous citez. Tout se tient en fait. Voilà, d'ici 2040, 60% de la viande ne proviendra plus d'animaux. Est-ce qu'on connaît les risques sanitaires aujourd'hui de ces viandes de synthèse ? Oui, c'est assez choquant. Donc j'ai vu en 2014, c'était une Britannique, une juriste britannique, une chercheuse, qui disait, en fait, on ne sait toujours pas est-ce qu'il y a des risques ou pas, alors que ça fait un certain temps que ça existe. Il y avait déjà des brevets de commercialisation de la viande synthétique à la fin des années 90, je crois. C'est un truc qui revient toutes les quelques années. C'est Churchill qui en parlait dans les années 30. Oui, vous le citez. Ça montre que c'est un truc qui... Les techniques de base existent depuis... Oui, les véganes sont créés, je crois, vous dites, dans les années 40. 45. 45, c'est très étonnant. D'ailleurs, on voit que les véganes, ça vient d'Angleterre, où a été inventée la viande synthétique. Justement, tous les trucs tous les aliments qu'on peut créer en laboratoire, le lait, les œufs, blanc d'œufs et jaune d'œufs séparément, et la viande, tout ça, c'est exactement ce que prohibe le véganisme, sauf si c'est produit en laboratoire. Que préconise le véganisme. Vous avez dit prohiber. Il prohibe la viande naturelle, les œufs naturels, parce que c'est de l'exploitation de... Donc, et derrière, les entreprises, évidemment, de l'agroalimentaire voient des opportunités économiques formidables. Oui. Ça, bien entendu. Également, la ressource hydrogène qui, dans les années à venir, devrait exploser. Et donc, cette ressource hydrogène fabriquée à partir de ces horribles centrales nucléaires. Ah oui. Parce qu'il faut de l'électricité pour produire l'hydrogène. Oui, c'est ça. C'est là qu'il y a des contradictions un peu assez importantes. Oui. C'est sûr que si on veut passer... Greenpeace va devenir pro-nucléaire.
Il devrait, en fait. Non, mais c'est vrai que l'hydrogène, c'est magnifique. L'idée que les véhicules rejettent de l'eau, c'est extraordinaire. Maintenant, c'est une question d'efficacité énergétique. Oui. Alors, nous allons faire une nouvelle pause pour explorer encore ce livre qui est d'une grande richesse et qui a le mérite de citer toutes ses sources. Oui. Vous citez toutes vos sources en bas de page. Parce que quand la réalité dépasse la fiction, il faut quand même... Exactement, et elle la dépasse sources. largement, parce que la viande synthétique, très peu pour nous. Enfin, bon. Oui, les Français, je me fais pas trop de soucis pour vous. Alors, en Suisse, en revanche, il y a des campagnes persistantes contre les paysans. Et il y a des intérêts variés entre les deux chaînes de supermarchés quasi duopoles, la Migros. Suisse, Migros et Coop, Oui. qui ont investi justement dans la viande synthétique. Oui, mais vous voyez, l'agribashing, qui est un horrible mot, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la critique en France par l'opinion des agriculteurs, coïncide justement... Ah oui, mais il y a énormément d'intérêts. Phénomène. Il y a d'un côté les producteurs de viande synthétique, tout ça, qui pourraient augmenter leur marge considérablement, qui sont en plus adoubés par l'ONU, parce qu'il n'y aura plus de pets de vache qui détruisent la planète, vous voyez, donc on va sauver la planète. Le CO2 des vaches. Et on a McDonald's, je pense, qui est en train de produire un effort considérable de sauvetage de la planète à travers la production de ce méthane. genre de choses. Voilà. Donc, la réduction du méthane. La réduction des Parce qu'ils produisent maintenant, leurs œufs ne viennent plus de poules en cage. Donc on imagine des milliards de poules en stabulation libre qui sont en train de pondre des œufs qu'on va chercher à la main. Ou alors ce sont des œufs produits en laboratoire, ce qui peut paraître plausible. Nous allons abandonner les flatulences bovines pour... On va passer des œufs à la démographie. Voilà, pour aller vers la troisième partie, en troisième partie de cette émission, quand l'humain devient obsolète. Alors ça, c'est terrifiant. Terrifiant. On enchaîne tout de suite, en Oui, fait. on va enchaîner. Alors Vincent Held, vous avez un titre redoutable, quand l'humain devient obsolète. En effet, vous avez démontré que l'intelligence artificielle va remplacer les emplois. Et donc, un monde sans travail, dites-vous, il y a trop de monde. Donc, problème démographique, il faut absolument réduire la population. Oui, alors je vais préciser que j'avais pas des prémices idéologiques pour la dernière partie qui est plus chargée politiquement d'une certaine manière. C'est vraiment que j'ai poursuivi le raisonnement en me disant si on va jusqu'au bout de cette logique d'automatisation, les gens servent à rien et puis justement on a besoin, ils vont consommer simplement de l'électricité qui est précieuse, de l'eau qui est précieuse qu'on pourrait vendre en Asie ou ailleurs, et les gens sont en fait en trop. Et je me suis rendu compte, j'avais vaguement en tête cette idée de surpopulation, c'est quelque chose qui revient tous les quelques temps, et j'ai découvert cet article du Monde de 2010 où ils disent, au fait, l'ONU nous explique que pour sauver la planète, réduire le CO2, il faudrait réduire la population, pas nécessairement là où elle est la plus abondante. La population occidentale. Mais là où elle produit le plus de CO2. Donc en fait, on est en trop. Donc les Occidentaux, parce qu'ils produisent, les bébés occidentaux, parce qu'ils vont être amenés à produire trop de CO2, il faut empêcher les parents occidentaux de faire des gosses et ne rien dire en fait à l'Afrique ou à la Chine. C'est ça. Voilà, c'est un peu le prince. Comment il s'appelle, Harry. Voilà. C'est Harry c'est la thèse du prince Harry qui nous explique qu'il ne va pas faire plus de 2 enfants. Il faut quand même faire des enfants pour les magazines, mais au-delà de 2, on juste commence vraiment. Et puis, pour nous dire ça, il participe à des congrès ou des colloques auxquels il se rend en avion. Donc, ça n'a pas en Angleterre, il y a une certaine franchise. Je trouve dans la volonté de réduire la population, il y a un trust. Ça s'invente pas qui maintenant s'appelait Optimum Population Trust. Maintenant, ça s'appelle Population Matters. Et
et qui dit, voilà, il faut réduire la population, alors mondiale, ils ont ce discours général, mais aussi plus spécifiquement la population britannique. Alors quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour réduire cette population? Plus d'allocations familiales. Voilà, donc ils ont coupé les allocations à partir du 3e. Alors le prince Harry n'aura pas d'allocation pour son 3e enfant. Qu'il ne fera pas, qu'il ne fera pas. Bon, alors voilà. De toute façon, il va habiter le Canada maintenant. Ah, d'accord. Quels autres moyens alors? L'avortement. Ah oui, non mais c'est bien. Pardon, je fais la réponse à votre Non, mais c'est parfait, il n'y a pas besoin. Donc oui, il y a cette histoire un peu surréaliste où dans la British Medical Review, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une vraie revue médicale où on explique il faut que les jeunes filles qui tombent enceintes, les ados qui tombent enceintes, avortent à cause du climat, quoi. Donc c'est assez étrange. Enfin, c'est plus qu'étrange. Il y a également la promotion de cette égalité homme-femme, et au fond, quel rapport entre ce phénomène et la baisse de la natalité? Alors, oui, là on arrive dans le dur. On arrive dans le dur. C'est l'ONU qui explique la promotion de l'égalité homme-femme. Il parle, oui, de promouvoir les femmes, etc. Et du coup, on ne voit pas quel est le lien avec la démographie occidentale. Enfin, on a... les femmes sont partout, elles sont ministres, elles sont, je sais pas, présidentes, premiers ministres, et on ne voit pas comment on pourrait améliorer ça. Et il faut s'intéresser, et c'est vraiment comme ça que je me suis intéressé à cette notion de l'égalité homme-femme selon l'ONU, et c'est quelque chose ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine. Mais c'est pour réduire la fécondité des femmes. C'est pour réduire... éloigner les femmes de la maternité, plus précisément. C'est pour... comment on peut dire ça ? C'est la notion d'éradiquer les biais de genre et d'éradiquer les discriminations entre hommes et femmes. Et ça, c'est... Les biais de genre, on est déjà en train de manipuler le matériau humain. C'est-à-dire, on veut changer la perception, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, qu'est-ce qui est tolérable dans les relations entre hommes et femmes, les discriminations. Démographiquement, plus d'un homme sur deux est une femme. Donc là, il y a une discrimination, puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes. Bon. Oui. Vous dites également, Vincent Held, ça pourrait augmenter. Oui, ça va augmenter. Élever les petits garçons dans l'idée qu'ils sont des dispensateurs de soins. Et là, d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous mettez cette image du président du Parlement néo-zélandais en train de biberonner en pleine séance de débat. Je sais pas si on pourra voir, on verra à la post-production. Mais... Ouais. Non, il ne biberonne pas comme ça. Ah, mais le gosse, le gosse est dans ses bras, voilà. Là, on peut dire que la réalité dépasse toutes les fictions imaginables. Et ça, c'est le Forum de Davos qui promeut ça, cette idée qu'il faut changer la culture de la société pour que les petits garçons se voient eux-mêmes comme des dispensateurs de soins. Et je crois d'ailleurs que c'était au programme de ces histoires abécédaire de l'égalité de Najat Vallaud-Belkacem. Donc à mon avis, elle était sur ce logiciel du Forum de Davos de transformation de la société, transformer l'image de l'homme et de la femme. C'est quand même extraordinaire, parce que quand on voit la personnalité d'un homme comme Klaus Schwab, fondateur du Forum de Davos, à l'origine, il ne se voyait pas en Big Brother ou Big Data. Et il devient l'agent d'un totalitarisme diffus, mou, mais de plus en plus... Alors, je ne connais pas du tout la personnalité de Klaus Schwab. J'avais écrit sa biographie, petite biographie. Je n'ai pas lu. C'est un personnage... il avait des visées techniques, essentiellement, et on s'aperçoit que l'idéologie vient s'agréger au Forum de Davos pour en faire une espèce d'instance de pouvoir... c'est très frappant. J'en revenais pas en découvrant que l'ONU et le Forum de Davos, donc c'était l'été dernier, ont signé un partenariat, ils ont appelé ça, pour éradiquer le harcèlement et les discriminations dans la famille. C'est très étrange quand au travail d'un bon sentiment de vouloir s'en prendre. C'est ce que vous dites aussi. La volonté des pays du G7 d'éliminer toutes les formes de violence sexiste.
Oui, mais- Ça part d'un bon sentiment. c'est Comment merveilleux, est-ce oui. qu'on peut critiquer cette initiative? De La remettre en question? celle du G7. Oui, vous dites celle du Bon, G7, c'est un peu d'éliminer les tout formes de le- violence sexiste. Tout pareil. Non, je pense que la morale sert d'alibi. C'est exactement la même chose que Tracfin. Quand on va vous contrôler l'utilisation du cash, c'est sous prétexte d'éviter les trafics, le recyclage, le blanchiment. Au nom de la morale, on vous restreint votre liberté d'utiliser des monnaies. Au nom de la Et là, c'est morale, pire qu'une restriction de liberté. c'est une restriction c'est- anthropologique. Même. Oui, c'est une sorte de renversement. C'est plus qu'un renversement anthropologique. C'est un changement de civilisation. Non, mais est-ce que le changement de civilisation, il n'est pas bon quand on va empêcher à des maris violents de foutre des torgnoles à leurs femmes? Mais nous sommes d'accord, Pierre. Je pense que nous sommes d'accord, et Vincent, vous en êtes tous d'accord. Mais je pense que c'est l'alibi de la morale, si vous voulez. Il est évident qu'il faut lutter contre cela. Mais, me semble-t-il, la morale traditionnelle devrait aussi être Oui, efficace. mais c'est quoi l'effet pervers derrière le fait de lutter contre les violences sexistes? C'est quoi une violence sexiste? Le problème, c'est celui de la définition. C'est qu'on ne sait pas ce qu'est le sexisme. Il n'y a pas de définition de sexisme. Et si, en France, par exemple, vous avez un délit d'outrage sexiste depuis 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, qui n'a pas de définition et qui, répété, constitue un harcèlement sexuel. Alors, si par exemple, Pierre, vous laissez une jeune femme passer dans une porte devant vous, vous êtes virtuellement un violeur. horriblement sexiste. Et a fortiori, si, alors, le problème c'est l'escalier. Vous savez que la politesse traditionnelle voulait qu'on ne monte pas derrière une femme dans un escalier. Oui. Mais d'un autre côté, il faut laisser passer les femmes. En fait, on sait pas. Il ne faut plus les laisser passer. Si Il faut C'est-à-dire- supprimer les escaliers. Donc, il n'y a pas de... Prends l'ascenseur. Non, mais l'ascenseur, c'est pire encore. Parce que là, qu'est-ce qui peut se produire dans un ascenseur? Enfin, Ah oui, c'est dangereux de se retrouver Mais déjà de avec prendre une le femme dans un métro, espace déjà clos. de prendre le métro devient Messieurs, dangereux. semble-t-il. Monsieur, vous êtes dans des discussions Oui, de machistes. regarder une femme. Attention, Alors, vous revenons peut-être- tombez sous le coup de la loi, là. Revenons peut-être à Bah, c'est l'ouvrage possible d'ailleurs. de Vincent Held. Pourquoi vous dites, Vincent Held, qu'une baisse marquée de la natalité entraînerait nécessairement une intensification des pratiques d'euthanasie? Oula, alors on passe vraiment. Il s'agit de réduire la population. Bah non, de mais toute façon. on est dans la même thématique. là. Les deux segments, alors, au départ et à l'arrivée. Oui, mais alors du coup, pourquoi il y aura plus d'euthanasie s'il y a moins de naissances? Bah, là, je trouve que pour le coup, Jacques Attali donne une clé intéressante. Il parle d'une augmentation très forte à venir des coûts de la santé. Voilà. Et évidemment, s'il y a un effondrement de la natalité, comme c'est prévisible, si vraiment les programmes de l'ONU, enfin cette idée d'égalité de genre jusque dans la sphère privée sont appliqués. Et puis il y a quand même des signaux assez importants en la matière. Et là, peut-être une incise, je vois 2 axes de travail pour vraiment transformer la société. D'un côté, c'est le harcèlement sexuel au travail, en commençant par le travail, avec cette idée que les multinationales, par exemple, pourront faire des procès en cas de sexisme, alors de violence sexiste, par exemple, dans le domicile qu'elles mettent à disposition de leurs employés. Ou alors sur le chemin du travail, l'employé d'une multinationale qui prend le métro et qui serait victime d'un harcèlement, comme la RATP nous rend attentifs à ce problème. Oui, vous entendez éventuel. ce discours dans le métro. Voilà, dans le métro. En fait, le sexisme est considéré comme une violence psychologique, et donc peut entraîner une baisse de la productivité du travailleur, ce qui pourrait donner aussi lieu à des procès qui seraient à l'encontre des personnes. Et dans tous les cas, la surveillance se fait évidemment grâce au numérique, grâce à la collecte des données, grâce aux portables, grâce aux caméras. Donc, il y a eu une un article du Wall Street Journal cet été aussi, où il faisait état d'une surveillance. Il disait de plus en plus d'entreprises
recours à une surveillance étroite de leurs employés. Alors, disait-il, ce serait pour l'équilibre personnel des gens, pour surveiller leur équilibre de vie. Mais on va les suivre partout où ils vont. Enfin, ils vont être badgés, ils vont être écoutés lorsqu'ils sont en conférence, lorsqu'ils sont au téléphone. Et il y a cette idée qui est expliquée au forum de Davos qu'interrompre une femme, c'est déjà une violence sexiste. Et si une femme interrompt un homme? Bah ça, je pense pas que... Il n'y a pas d'étude, je pense, qui est attestée du fait que ce serait une discrimination grave, alors que dans l'autre cas, oui. Il y a des études qui montrent que c'est typiquement un comportement, une discrimination à l'égard des femmes. D'expliquer également aussi à une femme quelque chose par des propos trop simplistes pourrait conduire à la pauvre femme à se sentir inférieure. Ou condescendant. Voilà, exactement. Oui, alors c'est répréhensible. Mais alors, on arrive à des paradoxes quand même, parce que vous signalez ceci, l'ONG britannique Population Matters, dont vous avez parlé tout à l'heure, et qui est toute proche de l'ONU et du forum de Davos, par son parrain, David Attenborough. David Attenborough, c'est ça. Mais alors, elle préconise, cette ONG, une politique d'immigration zéro. Alors oui, là, ça paraît... un politiquement incorrect, là. C'est vrai. Il y a une transgression du politiquement correct. C'est tout à fait paradoxal. Mais qui est cohérente avec leur idée de neutralisation, voire d'inversion des flux migratoires. Puisque les immigrants en Angleterre vont augmenter la production de CO2 mondiale et la consommation. Et vous proposez, vous évoquez le cas de Marine Le Pen qui risque de devenir, du point de vue de ces organisations, très à la mode. Très progressiste. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le vrai clivage politique, contrairement à ce qu'on... C'est-à-dire que les débats politiques sont axés autour des questions d'immigration, d'intégration, entre populistes et multiculturalistes, globalement. Et j'ai l'impression que le vrai clivage, en fait, se trouve autour des questions sociétales, entre conservateurs et progressistes. Et c'est pour ça que j'ai commencé à prendre conscience du fait qu'il y a des populistes qui sont progressistes. Vous avez par exemple Alice Weidel qui est là. C'est très frappant. C'est très moi, ça m'a vraiment, quand j'ai lu cet article, en fait, il y a une chose qui choque Madame Weidel, c'est que les femmes fassent des enfants. Ouais. C'est-à-dire là où elle pète les plombs, c'est quand une section locale de l'AfD encourage les femmes allemandes à faire des enfants. Et ça, c'est une transgression insupportable. Oui, mais pour des nationalistes, c'est extraordinaire. Quand même. Enfin, moi, je qualifierais de nationalistes. Mais Madame Weidel a aussi des mœurs qui sont en accord avec sa détestation des femmes qui ont des enfants. Même j'essaie de ne pas trop m'attacher au côté vie privée, si vous voulez. Bon. Idéologiquement, ça m'a frappé. Cette hostilité à la natalité. En fait. Alors nous arrivons à la fin de cet entretien et vous avez un chapitre dans lequel pour conclure ce que vous venez de dire, l'idée d'un totalitarisme féminin fait son chemin. Ou féministe, pardon. Féministe. Oui, plutôt féministe, parce que c'est pas une idée forcément de femme, en fait. Ouais. C'est Jeanne Amélie qui m'a dit, mais c'est une manière de penser, en fait, totalement masculine. Masculine, bien sûr. D'instrumentaliser ces thématiques de sexisme, de violence conjugale, de harcèlement, à des fins d'ingénierie sociale. Les fins Alors nous sommes, c'est la conclusion, une civilisation à la croisée des chemins. Et on va citer notre très grand ministre de la Santé de la République française, Agnès Buzyn, septembre 2019, qui nous dit « Un père, cela peut être une femme, évidemment ». C'est ce que vous citez dans votre... C'est étrange. Non ? Surréaliste. Alors, est-ce qu'il faut restreindre délibérément l'intelligence artificielle, quitte à limiter les opportunités économiques, ou au contraire se résoudre à un affaissement, voire un effondrement géopolitique vis-à-vis des pays qui n'ont pas fait le choix de sortir de l'histoire, c'est ce que vous dites. J'essaie de donner un peu de... de mettre en perspective...
toujours en prolongeant le raisonnement, et si on le faisait vraiment, si on allait vers cette surveillance, cette judiciarisation des rapports hommes-femmes, qui rendrait, en fait, si on va sur ce que propose le Forum de Davos ou l'ONU, ça va rendre les rapports entre hommes et femmes totalement impossibles. Enfin, la procréation deviendrait quasiment plus possible. C'est un petit peu quand même, ça fait penser à une certaine castration des hommes, toute cette idéologie. Et pourtant, vous disiez que c'était plutôt une pensée d'homme. Oui, mais castration des hommes, de certains hommes, et puis d'autres qui seront moins concernés par... En tout état de cause, on a commencé avec Big Brother, avec Orwell. On termine plutôt avec Huxley. Brave New World. Tout à fait. Huxley, c'est très frappant. Mais je me suis beaucoup intéressé du coup à Huxley, et dans les années 30, il a anticipé un nombre de choses invraisemblables. Mais qui sont en train de devenir vraisemblables. Et qui est en train de devenir, mais qui a commencé à devenir vraisemblable dans les années 70, en réalité. Il était le frère de Julian Huxley, qui était le fondateur de WWF, donc il était peut-être au courant de certaines idées, certaines... WWF, les auditeurs, là, vont commencer à se méfier. Oui, ils vont être tristes. Mais on va conclure avec une belle phrase que vous faites en fin de votre livre. Le continent, l'Europe bien entendu, qui a donné naissance à la civilisation la plus brillante de tous les temps, sera-t-il alors capable d'une autodestruction culturelle et démographique sans équivalent historique ? Bah oui, c'est une vraie perspective. Je ne sais pas si on est assez insisté sur le côté concret de cette judiciarisation des rapports hommes-femmes, ou est-ce que les gens en sont déjà de toute manière assez conscients, donc à travers les violences conjugales, à travers cette notion de harcèlement qui n'a pas de définition. Par exemple, le gouvernement suisse dit non, il n'y a pas de définition, ça peut être un ensemble de choses apparemment peu significatives. Et on ne sait pas, ça peut dépendre de l'âge. Donc, selon que si la manière dont je parle à une jeune fille de 18 ans, si je parle exactement de la même manière à une femme de 58, dans un cas, je pourrais être un harceleur et dans l'autre pas. Donc, il y a une sorte de flou juridique total. C'est la subjectivité la plus totale. Il y a une subjectivisation qui entre dans le domaine pénal de plus en plus. Il y a de plus en plus de lois et de plus en plus, me semble-t-il, en lisant les journaux en fait, la région lausannoise, ça commence, je trouve, un peu à ressembler à un laboratoire de tous les délires qu'on peut imaginer sociétaux. Et j'ai l'impression, parce qu'en regardant passer les nouvelles, qu'il y a une montée en épingle de plus en plus médiatique, de sortes de faits divers qui ont l'air complètement anecdotiques, et où ça peut donner l'impression qu'on est en train d'élargir certaines définitions, certains délits pénaux, que la définition devient de plus en plus malléable, et aussi sur les violences conjugales, en fait. Et virtuellement totalitaire, il y a un côté totalitaire. Merci le canton de Vaud. Mais oui, le canton de Vaud est une sorte de laboratoire, j'ai l'impression, en ce moment. En tout cas, merci à Vincent Held pour son livre. Une civilisation en crise. Merci Pierre. Vincent Held, Une civilisation en crise, avec une préface du professeur Paul Devels, L'Occident à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Merci Vincent Held. Merci beaucoup, vraiment. Et nous aurons certainement l'occasion de recreuser ces questions. Oui, je le crains. Vous le craignez, oui. Merci à tous et chers téléspectateurs. Pierre, à très bientôt.